parallèlement à ça, dans le laboratoire dans lequel moi j'ai effectué ma thèse, je me suis rendu compte qu'au laboratoire, ils avaient assez régulièrement des demandes de clients industriels qui leur disaient « Est-ce que vous pouvez nous réaliser tel type d'essai ?» Le laboratoire disait « Oui, on est parfaitement équipé. » « Est-ce que vous pouvez nous le faire pour la semaine prochaine ?» Ah ben non, on ne va pas pouvoir vous le faire pour la semaine prochaine. On pourra, si vous voulez, mettre des étudiants sur votre problématique dans quelques mois, mais on ne peut pas répondre dans un délai relativement court. Et c'est donc comme ça que j'ai eu l'idée et que j'ai proposé donc, au laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse de reprendre à mon compte l'activité qu'on a appelée une activité de prestation de service et qui est adossée au laboratoire de recherche de l'INSA de Lyon. Donc concrètement, nous chez Mecanium actuellement, nous faisons des essais mécaniques sous forme de prestations et nous utilisons et nous louons les moyens donc, des laboratoires de recherche pour réaliser ces prestations. Nos collègues chercheurs font de la science, leur cœur de métier c'est de faire des publications, nous on délivre des résultats pour le compte de clients. Donc pour en venir là, je suis passé par différentes phases. J'ai suivi un programme de formation à l'EM Lyon, qui est le programme d'appui à la création d'entreprises. J'ai été aussi dans un incubateur. Je suis passé par une phase de portage salarial aussi pour valider le fait qu'il y avait effectivement un marché sur ce créneau des essais mécaniques et qui m'a amené donc à la création de la société en 2004. J'ai débuté l'activité seul et aujourd'hui nous sommes 8 personnes. Voilà rapidement pour mon parcours. Et nous employons aussi chez Mecanium des docteurs, puisqu'actuellement sur les 8 personnes, nous sommes 3 docteurs. Voilà. Merci Patrice. On va passer du coup la parole à Amélie. Donc Amélie Véron, qui est docteur en bioinformatique et qui travaille actuellement en tant que chef de projet R&D chez The Cosmo Company. Oui, bonjour. Moi j'ai fait mes études à l'INSA Lyon. Ensuite, j'ai fait une thèse en bioinfo, biologie de l'évolution, enfin bioinformatique de l'évolution en Allemagne. Je suis revenue à Lyon pour faire mon premier postdoc et ensuite un deuxième. Donc moi, j'étais un peu dirigée vers la carrière académique. Pour autant, c'était pas exactement ce que je voulais non plus. Je me voyais plus au départ, quand j'avais fait l'INSA, je me voyais plus dans l'entreprise, mais petit à petit, je me suis orientée vers l'académique. Tout en me rendant compte qu'en fait c'était pas forcément dans ma nature. Alors c'est pas tout à fait pour les mêmes raisons, parce que comme je suis très curieuse, moi je trouve que c'est super de chercher des choses. Ce que je trouvais dur, c'est plutôt que c'est un monde que je trouve très individualiste au final, parce que chacun bosse sur ses articles, sa carrière, et je trouvais pas que c'était très j'avais pas assez de motivation pour toujours se motiver pour chercher au-delà de ce qu'il fallait trouver. Moi, c'est plutôt chercher. J'adore l'idée d'avoir des projets qui durent. Par contre, je trouve que c'est très très dur de se motiver sans arrêt, en permanence, soi-même. Du coup, le fait que dans l'entreprise, on a tous un but commun, des projets qui sont définis, on répond à des clients, ça me tentait bien, mais je voyais pas du tout ce que je pourrais faire. Jusqu'au jour où une collègue, elle encore thésarde, m'a fait suivre l'annonce donc de Mathieu qui disait que la société Cosmo cherchait quelqu'un. Donc à l'époque, c'était un chercheur chef de projet. Il voulait mettre en place des partenariats avec un institut de recherche en biologie systémique. Donc il demandait quelqu'un qui avait un doctorat pour bien comprendre, et aussi quelqu'un qui avait des expériences dans plusieurs projets, ce qui était mon cas. Et ça, c'est bien reconnu dans le monde de l'entreprise d'avoir éventuellement touché à plusieurs sujets, ce qui montre une curiosité, une capacité à s'adapter, alors que dans la recherche académique, on nous demande de se spécialiser, et surtout de bien spécialiser, d'être un spécialiste et d'avoir tout publié dans le même domaine pour montrer qu'on est les meilleurs et que donc ça vaut la peine de nous recruter. Donc en fait, voilà, il y a 3 ans, j'ai été employée à Cosmo, et du coup, dans cette entreprise, on fait de la recherche plutôt dans le sens où c'est une entreprise innovante. Donc c'est une entreprise du monde du logiciel. On fait un logiciel pour la modélisation et simulation de systèmes complexes. Et l'entreprise, étant innovante, a donc des crédits impôts recherche et est très contente de recruter des docteurs, que ce soit vraiment pour la partie recherche ou pour tout simplement faire des projets innovants. Voilà. Du coup, donc notre troisième intervenant qui s'appelle Yongwa Sonje, qui est docteur en biologie et qui, à l'heure actuelle, en fait, est technico-commercial dans une société qui s'appelle New England Biolabs.
Et pour ceux qui sont en bio, vous l'avez peut-être déjà vu passer dans vos labos, mais il passe notamment sur Lyon. Donc Yangwa, si tu veux nous parler un peu de ton parcours. Oui, bonjour. Comme Mathieu l'a dit, je suis technico-commercial. J'ai fait un cursus de biologie plutôt linéaire. Je suis allé à la faculté de biologie ici à l'université Lyon 1 où j'ai suivi le parcours licence, master, doctorat. J'ai même un DUG, on était dans les derniers à l'avoir, donc il se trouve que j'ai ce vestige-là aussi. Le point central un petit peu de mon parcours, c'est bien sûr ma thèse. Quand je voulais faire cette thèse, quand j'étais dans ce parcours, vous imaginez bien que, comme mes collègues ici présents, je visais plutôt une carrière académique. Enseignement, recherche, c'est assez classique. Mais quand je me suis retrouvé en thèse, j'ai ouvert les yeux sur d'autres choses et j'ai compris déjà une chose sur moi, c'est que j'avais pas la fibre pour faire de la recherche. C'est quelque chose d'intéressant, il y a la curiosité scientifique, la culture scientifique, tout est là. Mais la recherche, c'est un peu plus. Ça demande de l'investissement, ça demande parfois de la créativité, ça demande de vouloir repasser au labo parfois les week-ends. Enfin bon, il y a des bonnes choses, il y a aussi plein de contraintes. Moi, j'avais pas cette fibre-là. Donc je savais très bien que quand je sortirais d'ici, j'allais regarder, j'allais pas continuer là-dedans. J'ai pas fait de post-doc d'ailleurs. Par chance pour moi, pendant la thèse, j'ai fait un module d'insertion professionnelle assez intéressant qui justement permettait de voir d'autres horizons. Donc je me suis intéressé à toutes les possibilités. Pourquoi pas devenir consultant, pourquoi pas même le marketing, la recherche appliquée. J'étais ouvert à plein de choses. Et finalement, c'est plus une opportunité qui est venue à moi. Et c'est mon ami Mathieu, ici présent, qui m'a fait suivre une offre de technico-commercial qu'il avait repéré parce qu'il savait que j'étais intéressé. J'y ai répondu et j'ai été embauché. Donc ça, c'était début 2012. Moi, j'avais soutenu ma thèse fin 2010. Voilà. Entre les deux, forcément, c'était la recherche d'emploi. Et aujourd'hui, ça devient assez classique pour les docteurs. J'en connais d'autres. Mais bon, faut pas s'inquiéter. Voilà, ça fait partie du jeu. Tout finit par arriver. Pour ce qui est du poste de technico-commercial, c'est vrai qu'à la base, c'est pas le job forcément qui fait rêver. On se dit rarement, je vais faire une thèse parce que je veux être commercial. Et forcément, j'étais comme ça moi aussi. Mais il se trouve que je suis arrivé dans une bonne société qui cherchait justement des docteurs pour pouvoir occuper ce poste parce qu'ils misent plus sur le côté technique que commercial finalement. Qui a rendu le job intéressant. Parce que je fais peut-être plus de recherche, mais des projets, j'en vois. J'en vois de toutes les natures, des bien conçus, des peut-être à repenser. Et disons que voilà, j'arrive avec des solutions. Parfois, quelque chose que je vois à Nice, je peux essayer d'en parler un petit peu à Strasbourg, tout en gardant la confidentialité. Mais des fois, voilà, ça peut arriver qu'un commercial débarque un jour et vous sauve la mise alors que vous ne vous y attendiez pas. Si vous avez des questions là-dessus, je développerai un peu plus. Mais voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est un travail intéressant. C'est un travail dans lequel il y a plein de débouchés, parce que je peux vous garantir que des offres d'emploi, j'en vois passer, j'en reçois. Et il y a même des fois où on en a même un peu par-dessus la tête, ça arrive. Donc voilà, c'est une piste d'avenir, c'est une piste à pas négliger. Merci Yangwa. Juste pour information, je ne vais pas transmettre des offres d'emploi à tout le monde non plus. Hein. Je n'ai pas cette capacité-là, sinon vous pensez bien que je le ferai. Du coup, notre dernier intervenant, justement, va pouvoir nous parler un petit peu de recrutement. Donc Benoît Février, qui en fait à la base est docteur en biologie, a travaillé en tant que consultant crédit d'impôt recherche, je pense, chez Aiming, anciennement Alma Consulting Group. Et qui maintenant en fait a basculé sur une fonction RH au sein de la société et qui du coup va pouvoir nous parler un petit peu des deux facettes, à la fois le consulting et à la fois plus les ressources humaines. Et en fait, Aiming est une société qui recrute des docteurs et je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps sur un événement organisé par l'Université de Lyon qui s'appelle les Rendez-vous de l'Emploi, parce que la société est venue avec des offres dédiées aux docteurs. Donc Benoît, si vous voulez bien
nous présenter un petit peu votre parcours? Alors moi j'ai pas été recruté par Mathieu. J'ai connu un parcours par rapport à mes collègues un peu similaire. J'ai soutenu ma thèse en 2004 et pour des raisons différentes, mais je me suis aussi rendu compte que la recherche en elle-même n'était pas forcément ce que je souhaitais. Je m'étais plutôt orienté vers des métiers de la valorisation, des choses qui étaient que j'imaginais, peut-être des brevets, des choses comme ça, connexes, où j'avais envie de connecter, rester lié à la R&D sans en faire. Excusez-moi. Et ensuite, je suis tombé totalement par hasard sur une annonce sur l'APEC qui parlait de scientifiques qui étaient recherchés pour monter des projets. C'est un métier que je ne connaissais pas du tout. C'est un métier qui est finalement très peu connu et que j'ai exercé. J'ai été d'abord recruté consultant. Donc en fait, on a besoin de cette compétence scientifique puisque finalement, par rapport à ce qui vient d'être dit à l'instant, les entreprises demandent notamment des demandes de financement crédit impôt recherche par exemple. Et en fait, on peut aider l'entreprise en apportant une compétence technique, mais une connaissance également des dispositifs. Et donc c'est important de pouvoir challenger techniquement les projets. Et parfois, on peut aider les entreprises à faire de la rédaction de leurs projets et du montage de ces dossiers. Ensuite, j'ai progressé dans l'entreprise. Et je pense que le doctorat n'était pas complètement étranger à ça aussi. Je pense que ça offre des vraies opportunités. J'ai fait 8 ans de management, ce qui m'a orienté vers une dimension RH forte. Et depuis le début de l'année, je suis responsable des ressources humaines. Et nous recrutons, nous sommes présents sur le salon, nous recrutons effectivement pas que des docteurs, mais aussi des docteurs, des ingénieurs. Voilà. Est-ce que du coup, par rapport à ces présentations, vous avez des questions? Qu'est-ce qui justement vous pose potentiellement problème? Sur quoi vous voulez peut-être rebondir? Qui se lance? Je sais que la première c'est toujours un peu plus compliqué, mais est-ce qu'il y en a qui sont déjà prêts pour la première question? Bon bah c'est moi qui vais la poser alors. À l'heure d'aujourd'hui, à part peut-être Amélie qui est restée en R&D, vous mobilisez peut-être a priori moins les compétences vraiment les voir en thèse. Par contre, ces compétences de thèse que vous avez pu développer, notamment les compétences transversales, vous les mobilisez aujourd'hui. Il y a pas mal de doctorants ou docteurs qui en fait se rendent pas forcément compte de ces compétences et qui n'arrivent pas à mettre des mots dessus. Pour vous, quelles sont les compétences clés qui sont issues de votre doctorat et que vous pouvez utiliser à l'heure actuelle dans vos postes respectifs? Voilà. Je démarre. Alors en fait, dans les CV, on voit souvent la fameuse liste des publications. Alors en fait, derrière ça, vous avez appris plein de choses en fait. Une publication, ça a une signification évidemment dans la recherche académique. En entreprise, pas forcément. Pour autant, c'est révélateur de pas mal de choses. Donc vous avez évidemment appris à écrire, vous avez appris à communiquer, ça c'est vraiment des choses qui sont importantes. Vous avez appris à communiquer pour différents publics. Les publications sont lues par pas mal de monde. Vous n'avez pas que des hyper spécialistes de votre domaine qui lisent vos publis. Vous avez appris aussi à être curieux, à être capable de vous adapter à pas mal de situations. Vous avez pu collaborer aussi, faire de la gestion de projet, puisqu'en réalité, vous êtes dans un projet, c'est un projet de thèse, et donc il y a pas mal de choses qui tournent autour de ça. Mais je pense que le critère principal, si je dois en retenir un, c'est vraiment l'adaptabilité. On est vraiment on est tout terrain et on se rend, je pense, pas suffisamment compte. Eh bien, je suis d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. En thèse, j'ai appris à être méthodique. Et pour dire ça vulgairement, j'ai appris à me débrouiller. En gros, avant d'arriver en thèse, donc je parle pour moi, hein, tout le monde n'est pas forcément dans ce cas-là, mais c'est vrai qu'on a quand même un certain cadre. Les choses sont définies et très souvent tout s'emboîte bien. Il y a des cases, il y a des formes et bizarrement ça correspond. Voilà, c'est ce qui se passe au long d'un cursus. On fait des TP, on est guidé, on sait ce qu'on doit obtenir et ainsi de suite. Et quand on arrive en thèse, là tout d'un coup, il n'y a plus
tout ça. Il n'y a plus les formes, il n'y a plus les cases, et là, on vous dit juste, voilà, faudrait arriver à quelque chose comme ça. L'idée, c'est de publier, voilà le matériel à disposition, et là, il faut être créatif. Là, tout d'un coup, il faut commencer à chercher l'information, première chose, et ça, on apprend à le faire en thèse, parce qu'il y a la biblio, il y a aussi les conseils qu'on demande à droite à gauche, savoir qui sait quoi, comment on peut faire, qui a des idées, qui a déjà vu. On apprend justement à communiquer, congrès, séminaires. On se crée un réseau, ça aussi, important. Ça aide, surtout aussi dans un... je pense que ça aide dans tous les postes, des personnes qui sont là. Donc il y a la communication, forcément, orale, écrite. Et puis la méthode, voilà. On apprend à planifier, on apprend à s'organiser, on apprend à gérer son emploi du temps, on apprend aussi à composer avec celui des autres. Et tout ça, finalement, voilà, ça forge un petit peu, on devient autonome, véritablement, et tout d'un coup, on se retrouve en sortant de là avec des qualités qui peuvent intéresser, mais à condition de savoir les présenter de cette manière-là aussi. Je veux dire, je suis assez d'accord avec ce que mes collègues ont dit. L'autonomie, c'est extrêmement important de savoir qu'on recrute un collaborateur à qui on peut faire confiance parce qu'il sait gérer son temps et il pourra poser les questions au besoin, mais c'est quelqu'un qui est habitué à travailler seul par opposition à des gens à qui il faut expliquer les tâches petit à petit. Pour moi, et pareil, si je recrute des gens, je serais contente de savoir que c'est des gens autonomes après. Le fait de savoir gérer des projets internationaux, parce que ça arrive aussi dans l'entreprise, donc c'est pas forcément toujours à l'international, mais on a forcément des liens avec des clients, donc des gens qu'il faut comprendre, avec qui il faut maintenir des bonnes relations. Donc ça, c'est important aussi, parce que souvent pendant la thèse, surtout les thèses en co-tutelle, on galère bien, histoire que les gens soient d'accord, qu'il n'y ait pas des demandes trop différentes. Enfin, concilier les intérêts, ça pour moi, c'est quelque chose d'important aussi. Puis après, il y a forcément le champ technique, ce qu'on apprend. Donc pour moi, c'était de faire des scripts, de la programmation. Je veux dire que mes compétences en évolution, ça n'était pas hyper utile maintenant. Mais par contre, tout ce qui est comprendre rapidement un projet, les tenants, les aboutissants, ça c'est super important, la compréhension scientifique. Voilà. Et le niveau d'anglais aussi, ça aide. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, que je valide, avec lequel je suis d'accord. Je rajouterai, n'hésitez pas à mettre en avant le fait que vous avez fait une thèse et que vous avez 3 ans d'expérience professionnelle. Ça, c'est tout à fait valorisable, et c'est quelque chose que les employeurs sont parfaitement prêts à entendre. Vous pouvez également mettre en avant le fait que vous connaissez bien le milieu académique. Si vous êtes recruté dans une entreprise privée sur des postes recherche et développement, la recherche et développement se fait rarement uniquement en interne dans l'entreprise. Il y a forcément des ouvertures vers l'extérieur. Et vous pouvez mettre en avant donc le fait que cette ouverture vers l'extérieur, vous connaissez le milieu académique vers lequel se fait une grande partie de la recherche. Et donc vous pouvez vous positionner comme étant un représentant de l'entreprise avec tout son réseau dans le secteur académique. Parce que lorsqu'on discute avec des industriels, des vrais, des durs, on peut se rendre compte qu'ils ont beaucoup de mal à comprendre et à appréhender comment ça se passe dans les milieux universitaires. Pour eux, c'est complètement opaque. Ils ne savent même pas quelle est la porte d'entrée, comment est-ce qu'on fait pour y accéder, pour trouver les compétences intéressantes pour eux. Voilà. Et donc ça, normalement, c'est quelque chose que vous avez pu développer par l'intermédiaire de votre réseau au cours de votre thèse et qu'il faut, je pense, mettre en avant. Je vais confirmer ce dernier point, puisque justement mon rôle c'est de créer du lien avec l'université et l'entreprise. Et effectivement, on se retrouve assez souvent sur en fait, 2 structures qui peuvent avoir des attentes différentes, des langages qui sont peut-être un peu différents également. Et du coup, on se retrouve des fois avec un peu des chocs de culture. Et en fait, d'avoir des docteurs dans l'entreprise, ça permet de créer ce lien qui n'est pas forcément présent. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions par rapport à ce qu'on vient de dire, d'autres choses qui vous interpellent? Bonjour, moi je suis docteur en écologie depuis mai.
Donc je me sens tout à fait identifiée avec vos situations, un petit peu chacun en fait. Et je me pose la question en fait, quelle est la démarche peut-être pour justement s'insérer dans ce marché du travail, parce que je vois que à vous c'était plutôt des offres que quelqu'un vous a envoyées, c'est plutôt le réseau finalement que répondre à des annonces, et qu'est-ce qu'ils attendent aussi des recruteurs des nous. C'est un peu large, mais c'est plus comment aborder cette recherche d'emploi pour un docteur qui sort d'un milieu académique très carré. Et comment se vendre, comment contacter ces entreprises. Alors je peux déjà apporter un premier élément de réponse, et là je prends ma casquette de responsable de société et actuel employeur. Il y a une chose qui est très importante en tant qu'employeur, ce qu'on aime nous entendre, c'est avoir en face des candidats qui ont un projet professionnel qui soit clairement arrêté. Voilà, ça c'est la base. Quelqu'un qui envoie un CV ou qu'on rencontre et puis qui nous dit je suis prêt à faire un peu n'importe quoi chez vous, dites-moi ce que vous avez à nous proposer. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ouais. Lorsqu'on recrute, on cherche une adéquation entre le poste qu'il y a à pourvoir et le profil du candidat. Si bien que si vous candidatez sur un poste et puis que vous n'êtes pas retenu, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon ou autre, ça veut dire uniquement que vous n'étiez pas adapté au poste qui a été proposé dans l'entreprise. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave, des postes, il y en a plein, des entreprises, il y en a également plein. Donc voilà, il ne faut surtout pas se décourager. Donc j'ai envie de dire, bien arrêter son projet professionnel. Et partant de là, après, être en veille sur les différents réseaux, la PEC, les différents réseaux sociaux, pour être à l'affût des annonces et puis postuler dès qu'il y a quelque chose qui ressemble ou qui s'apparente à votre projet professionnel. Ne pas hésiter aussi à solliciter son réseau plus personnel, ses connaissances, son directeur de thèse, les gens qu'on a côtoyés au cours des 3 ans de thèse, parce qu'on se rend compte que le bouche à oreille fonctionne encore beaucoup. Parce que de répondre aux annonces, j'ai l'impression. Ouais, mais je dirais effectivement les réseaux sociaux, c'est aussi beaucoup LinkedIn. Donc pas hésiter à mettre son profil et encore. Donc les conseils, c'est évidemment de mettre ses compétences et aussi de développer en quelques... Donc moi je ne l'ai pas fait typiquement, mais on m'a dit récemment qu'il fallait le faire. De bien développer en quelques phrases, il ne faut pas s'attarder trop, mais à chaque fois, chacun des postes, en fait, ce qu'on a fait, son rôle, ce qu'on a apporté, et faire la transition avec le poste suivant. Donc dire, là, voilà, ensuite je cherchais à continuer là-dessus. Et donc ensuite, si on est intéressé par des groupes, par des entreprises, donc les suivre sur LinkedIn, donc comme ça déjà, s'il y a des offres d'emploi, on est mis au courant. Et ensuite, je trouve vraiment que ces dernières années en France, il y a beaucoup d'incitations pour que les entreprises recrutent des docteurs. Donc il y a pas mal de structures spécialisées dans l'emploi des docteurs qui mettent en rapport des entreprises et des docteurs. Donc déjà, suivre tous ces groupes-là. Et ensuite, évidemment, si on peut faire de la recherche sur Google pour voir quelles entreprises sont disponibles et leur envoyer existent déjà, et envoyer un CV, j'imagine que ça peut aider. Alors, moi, ce que je dirais, pour compiler un petit peu les commentaires précédents, déjà, il ne faut pas se restreindre. Quand on cherche un emploi, ça peut être... il y a plus les annonces, il y a plus le réseau. En fait, c'est un tout. Il ne faut pas négliger une piste ou l'autre. Parce que moi, j'ai trouvé un job, j'ai trouvé ce poste via une annonce, quelque part, en répondant à cette annonce. Je suis marié à une docteure, elle a trouvé un travail en répondant à une annonce. Donc ça marche aussi. Mais c'est bien, les réseaux sociaux, ça donne une certaine visibilité, on est plus facile aussi à trouver, à contacter. Les recruteurs passent beaucoup de temps à regarder les réseaux sociaux. Donc déjà, dans l'idée, il faut rester ouvert. Ça, principe de base pour trouver du travail. Il ne faut surtout pas se cacher, surtout pas dire non, moi je fais pas ça parce que ça marche pas, parce qu'on m'a dit que... Oublie ça. Il faut rester ouvert. Pour ce qui est du recrutement, il se trouve que chez New England Biolabs, on a un directeur général qui est lui aussi très très ouvert et il nous laisse participer au recrutement. Et c'est simple, ça fait 4 ans et demi que je suis dans la société, des recrutements, j'ai participé à 4 recrutements.
dont 3 collègues directs, technico-commerciaux. Qu'est-ce qu'on attend en général de ces personnes-là? Pareil, il y a un poste, il y a un profil. Déjà, il faudrait que ça cadre en termes de compétences. Il faut aussi que ça cadre avec l'équipe par rapport au caractère. On veut savoir si c'est quelqu'un qui va pouvoir s'entendre avec l'équipe, surtout si justement la communication, c'est quelqu'un qui va être autonome rapidement. Est-ce que c'est quelqu'un qui est enthousiaste aussi? Est-ce que c'est quelqu'un qui se projette dans l'entreprise, qui va vouloir rester ou qui veut juste faire un petit passage éclair, mettre une ligne sur son CV et puis ensuite partir ailleurs? On est à l'affût de tout ça, en fonction de ce qu'on veut. Donc, dans l'idée, c'est pas d'arriver et de mentir à un entretien, c'est jamais une bonne chose et ça rend pas forcément service. Et puis en général, il y a une période d'essai qui peut faire 4 à 8 mois et on peut se rendre compte finalement des vraies intentions d'une personne. Donc, et puis voilà, si on raconte n'importe quoi pour avoir un poste, on risque de se trouver mal aussi dans l'entreprise et finalement ça n'aidera personne. Donc l'idée, c'est quand même de faire preuve de sincérité. Quand on se présente à un poste, de savoir pourquoi on le fait, avoir une raison. C'est pour ça qu'un projet professionnel défini, ça aide aussi l'employeur à savoir si c'est réel ou pas réel, s'il y a vraiment une envie ou on cherche juste un point de chute. Et pour ma part, ma peur, en général, dans ces cas-là, c'est de me tromper. C'est de recruter la mauvaise personne. Et ça, c'est je pense que c'est ce que tout employeur veut éviter. D'avoir à recommencer. Parce que derrière, ça implique de la formation, ça implique des explications, ça demande du temps. On n'a pas envie de passer des années à trouver la bonne personne. Voilà. Pour faire la transition, dans les entretiens, malheureusement trop souvent, le candidat arrive et il n'est pas rassuré du tout, au bas mot. Il ne faut pas du tout voir ça comme ça. En réalité, c'est beaucoup plus équilibré que ce que vous pouvez penser. Le recruteur a peur, sauf qu'il ne le montre pas. Peur de se tromper. C'est vraiment, faut pas du tout négliger ça. En fait, vous avez passé la majorité de votre temps dans le recrutement à rassurer la personne en face de vous. Tout ce que vous pouvez lui dire qui le rassure, c'est positif. Tout ce que vous pouvez dire qui l'inquiète. Donc, l'inquiéter, c'est montrer ostensiblement que vous ne maîtrisez pas son domaine, son secteur, son annonce, tous ces éléments qui font que il est venu parce qu'il y avait de la lumière, il est venu parce qu'il va y rester quelques mois. Tous ces éléments-là, en fait, on n'a pas envie. On n'a pas envie parce qu'on veut investir sur quelqu'un. Donc évidemment, ça ne sert à rien de montrer que vous voulez vous investir sur 10 ans si réellement vous n'êtes pas convaincu. Ça va quand même se voir normalement. Mais il faudra quand même jouer ce jeu. Ça va être très important de montrer que vous voulez vous investir. Si vous y allez à reculons, ça se verra. Forcément. Donc votre projet professionnel, maturez-le avant d'y aller. Ça ne veut pas forcément dire que c'est votre seule piste. Quand des collaborateurs viennent chez nous, je peux tout à fait comprendre qu'ils continuent à rechercher dans une carrière académique. Pourquoi pas? Par contre, moi, ce que j'ai envie d'entendre en entretien, c'est moi. C'est pas « Ah, mais mon poste rêvé l'INSERM, le CNRS, je ne sais quoi. » C'est parfait. Au revoir. J'ai pas envie de ça. Ça veut dire que si un poste se propose dans les quelques mois, la personne va bondir dessus. Pourquoi j'investirais là-dessus? Vous devez rassurer. Donc, je ne sais pas quoi, par rapport à la question de départ, quoi dire de plus, mais dans votre recherche d'emploi, évidemment les réseaux. Ça vous permettra d'ailleurs, dans votre projet, dans les éléments que vous pourrez mettre en avant, de contacter des collaborateurs dans l'entreprise qui sont forcément présents sur les réseaux et qui du coup vous donneront aussi de l'information, en dehors de l'information purement institutionnelle que peut communiquer l'entreprise. Mais il faut vraiment rassurer. Bonjour. Ma question, moi, serait plus... C'est bien beau de parler de projet professionnel, de savoir ce qu'on veut faire. Ma question s'adresse plus à M. Sanjeu et Février. Comment avez-vous vécu votre reconversion, entre guillemets, de l'académique au privé? Parce qu'on va parler de postes, alors technico-commercial, ingénieur terrain maintenance, des choses comme ça, qui sont très loin de ce qu'on peut imaginer. On n'a aucune idée, nous, en sortant de l'académique, de ce que peuvent être ces postes.
Donc c'est compliqué de construire un projet professionnel sans savoir vers où on va. Donc j'aimerais savoir, vous, comment vous l'avez vécu ça? Déjà, je précise que c'est une bonne question. C'est bien de se la poser. En ce qui me concerne, c'est vrai que c'était un grand saut. Je le voyais comme ça. Parce que devenir technico-commercial, c'est quelque part... voilà, on fait un pas en avant et il y a de grandes chances qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Et pour moi aujourd'hui je suis dans cette situation là quoi. Je reviendrai pas en arrière. C'est clair que la recherche, ça y est, c'est derrière, c'est oublié. Bon, c'était peut-être un peu plus facile pour moi de le faire parce que comme je l'ai dit, je sentais bien que j'avais pas la fibre. Mais voilà, forcément c'est pas négligeable. Pour ma part, ça s'est bien passé. C'est vrai que j'arrivais dans un métier que je ne connaissais pas en profondeur. J'avais rencontré des commerciaux, bien évidemment, en travaillant au laboratoire, mais je ne savais pas forcément ce que ça cachait. J'ai la chance d'être tombé dans une bonne société. En fait, ce qu'il y a, c'est que le métier de technico-commercial, il n'est pas du tout figé, comme on peut le penser. Ça va beaucoup dépendre de la société dans laquelle vous travaillez. Petite société, grande société, la manière dont on est, le nombre qu'on est, voilà, est-ce qu'on a des petits secteurs, des grands secteurs, est-ce qu'on est spécialisé, est-ce qu'on est généraliste? En fonction de tout ça, c'est quelque chose qui va varier. Et moi, je suis tombé dans une situation où c'est petite société, caractère familial. Donc le thème, c'est la biologie moléculaire, mais c'est la biologie moléculaire en général. Je ne suis pas restreint à une gamme, et grand secteur. Tout ça, ça a largement favorisé mon intégration. J'arrivais sans formation commerciale, donc j'ai appris sur le tas. Je suis arrivé dans une société où on m'a fait confiance, où on a justement compté sur ce que je disais au départ, mon autonomie, ma capacité justement à me débrouiller sur le réseau, puisque je sortais aussi de l'académique et que c'est quand même nos clients, la majorité de nos clients viennent du secteur académique. Donc finalement, j'ai juste... ce que je faisais en thèse, je l'ai juste transposé à ce métier-là. Et c'était plus de la recherche. L'idée, c'est à la fois de faire... Il y a une part de vente, parce que c'est nécessaire, hein, c'est les revenus qui font vivre la société. Il y a aussi une part de conseil, parce que finalement, on apporte des solutions à des personnes qui, des fois, se sentent dans l'impasse. Il y a aussi un peu de marketing. Bon, c'est comme je le dis, hein, tous les technico-commerciaux font pas ça, mais il se trouve que dans mon cas, il y a aussi ça. Donc, je vois des choses différentes. Je suis adapté à des choses différentes. J'apprends des nouvelles choses. Bon, c'est un peu ce qui se passe en thèse, sauf que c'est dans un cadre différent. Donc, je l'ai très bien vécu. Je l'ai très bien vécu. C'était pas, je l'avais pas vu. 10 ans auparavant, j'aurais pas pu dire je serais technico-commercial un jour. Mais c'était une opportunité. Elle me faisait un petit peu peur, forcément, mais pas suffisamment pour que je décide de ne pas y aller. Je l'ai fait, aujourd'hui, j'ai aucun regret. La recherche, non, ça ne me manque absolument pas. Pas du tout. Mais par contre, j'admire toujours les travaux de recherche qui sont faits. Et en plus, ça nous alimente, nous. Hein. Il y a des méthodes, des techniques qui sortent aujourd'hui, des choses qui sont mises en évidence. Et puis, chez nous, c'est l'occasion de créer aussi des nouveaux produits. Donc, la recherche, c'est la base de tout aussi pour nous. Mais c'est pas moi qui vais la faire. Ça me manque pas. En fait, peut-être la clé, c'est de sortir de l'idée qu'on serait sur un rail et forcément, il y aurait des logiques complètement linéaires. Je peux parler également de la seconde. Actuellement, je suis RRH, je fais plus du tout de science. Je recrute des scientifiques, oui, mais à côté de ça, j'ai des entretiens de recadrage, tout ce que fait un RH, qui est très éloigné. On peut tout à fait changer, on peut tout à fait avoir des opportunités qu'on saisit ou pas, mais ça, j'ai pas de jugement à faire. Des gens vont souhaiter être formés par la recherche pour faire de la recherche et ne pas quitter... Et ça me va très bien, ça correspond très bien à des gens et c'est tant mieux. Je ne suis pas là en train de dire qu'il faut absolument changer. Ça peut correspondre.
Quand je suis arrivé chez Hemming, en fait, il y avait déjà des docteurs qui étaient dans l'entreprise, mais même s'il n'y avait pas eu de docteurs, les gens qui étaient dans l'entreprise étaient pour très grande majorité des scientifiques et qui avaient fait eux-mêmes ce passage. Puisque pour monter un projet, pour pouvoir évaluer un projet, il y a besoin des scientifiques. La partie, parce qu'on parle de financement de l'innovation, la partie finance, c'est peut-être 15% du métier. Mais c'est connecté à des projets scientifiques. Le reste du temps, on parle de science, en fait. On a besoin de cette formation scientifique. Donc finalement, moi, ça m'intéressait, quand je parlais de valorisation de la recherche, c'était une autre dimension. C'est pas de la valorisation de la recherche, ce que je fais, mais on a besoin de compétences. Donc finalement, je me trouve pas perdu. Et puis autour de moi, il y avait une ambiance qui était, ma foi, fort sympathique. Il y avait une très bonne ambiance d'intégration. Enfin, je me suis jamais autant marié. Voilà, j'ai trouvé un cadre qui m'a vraiment épanoui et où j'ai utilisé pour autant. Je ne peux pas, finalement, si je regarde tout le cursus, tout ce que j'ai fait, je suis intimement convaincu que c'est grâce à la formation de base que je peux le faire. Mais c'est pas connecté. Si on regarde, enfin, c'est pas linéaire. Je vais juste rajouter un élément. Derrière votre question, il y avait aussi une question de savoir qu'est-ce qu'on met derrière ces typologies de métiers-là. Qu'est-ce qu'en gros on va devoir apprendre et qu'est-ce qu'on va devoir laisser de côté. Effectivement, c'est une question qui n'est pas évidente de savoir qu'est-ce que fait un docteur quand il bosse en production, qu'est-ce que fait un docteur quand il travaille en qualité, en réglementaire ou sur d'autres typologies de postes. Il y a tout un travail du coup derrière, soit d'assister à des conférences, un peu comme on peut le faire aujourd'hui, ou sur d'autres typologies. Il y a les journées pour l'emploi des docteurs qui sont organisées par l'Université de Lyon. Il y a le forum biotechno, il y a aussi d'autres choses comme ça. Vous pouvez aller prendre de l'information sur ce que font des docteurs sur d'autres typologies de postes. Et puis ensuite, voilà, c'est le réseau. Donc comme on l'a dit, regardez déjà dans votre cercle proche, sur d'autres gens que vous pouvez connaître. Et puis il ne faut pas hésiter non plus à passer notamment par LinkedIn qui est assez recommandé pour ça, pour aller contacter des gens, mais d'une manière complètement réseau, c'est-à-dire voilà, vous êtes docteur, on a fait peut-être dans le même labo, aujourd'hui vous faites ça, est-ce qu'on peut en discuter et est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? En général, les gens aiment beaucoup parler de ce qu'ils font. Enfin, en général, on est plutôt passionné par notre job, hein. Et du coup, c'est une manière aussi de prendre de l'information et de savoir un peu où on peut mettre les pieds derrière. Et du coup, c'est important pour savoir qu'est-ce qui va driver votre vie. C'est-à-dire à un instant T, de quoi vous avez envie et du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en face de cette envie-là. Il y a une question que j'aime bien poser dans l'entretien, c'est oubliez le métier que vous voulez faire. Par contre, votre job idéal, il y aurait quoi dedans? Ça correspond peut-être pas à un métier, toutes les compétences. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Il y avait quelques clés qui étaient données. J'aime bien avoir des retours, je ne sais pas comment ça a été prononcé exactement, mais j'aime bien avoir des retours immédiats de mes projets. J'aime bien qu'il y ait un aboutissement, c'est une clé. J'ai relation client. J'aime bien parler de mon projet, j'aime bien communiquer autour de mon projet. Ça ne fait pas un métier. Tout de suite, ça fait déjà des compétences sur lesquelles vous dites « Ah, ça m'intéresse » ou pas. Moi, je suis back-office. Je ne veux surtout pas avoir un client. C'est possible. Mais vous voyez, ça donne quelques clés. Puis après, il peut y avoir plein d'autres questions. Trouvez-vous quel est votre métier idéal? Ici. Oui, bonjour. Alors moi, je rebondis sur ce que vous dites. Donc, je me reconnais dans votre discours. C'est-à-dire qu'il y a des projets, on veut connaître les résultats. Enfin, on ne se voit pas forcément dans le milieu académique où une recherche en entraîne une autre qui entraîne une autre. Mais du coup, comment identifier sur les postes ce qui nous anime en fait dans la recherche? Et ça, je trouve que c'est une grosse difficulté parce que je lis les postes et je ne sais pas si mes attentes... Enfin, j'arrive pas à identifier mes attentes dans les fiches de poste. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée. Vous, c'est facile, vous avez créé votre entreprise, donc vous avez concrétisé votre job idéal, j'ai envie de dire. Mais pour les postes en entreprise, on ne sait pas forcément si nous, on colle, nos aspirations collent au poste.
Moi, typiquement, j'avais peut-être mal compris la fiche de poste. Quand je suis arrivée, je me suis dit, chercheur chef de projet, donc je vais quitter l'ordinateur, je vais aller à des réunions toute la journée, je vais gérer des gens, c'est cool. Donc je me suis renseignée avec un pote qui était en entreprise, qui gérait des projets informatiques, il m'a raconté sa vie, je fais, c'est plutôt cool. Et donc, en fait, d'une manière générale, quand on lit une fiche de poste, évidemment, il faut voir si on s'imagine une histoire. Et pour moi, à chaque fois qu'on peut répondre à une offre, c'est une histoire qu'on va raconter, qu'on se raconte aussi. On met son parcours en avant pour refléter à quel point c'est naturel de candidater au poste. Donc évidemment, il faut sélectionner des postes auxquels on risque de s'intéresser et qui risquent de coller au parcours. Mais c'est pas, pour moi, quand on dit c'est important d'avoir un parcours professionnel, on peut avoir plusieurs idées en tête. On n'est pas forcément, on peut se réinventer à chaque poste qu'on regarde. Bon, enfin, personnellement, j'arriverai jamais à regarder plus d'un ou deux à la fois, mais voilà, donc savoir déjà qu'on peut se réimaginer à chaque fois si c'est un poste qui nous inspire. Ensuite, donc moi je m'étais fait cette image et au premier entretien téléphonique, on m'a dit oui, alors bon, tu vas être chef de ton propre projet, il n'y aura que toi, donc tu vas passer du temps à rédiger des projets de recherche et être sur l'ordinateur parce qu'il va falloir coder. Moi c'était de la modélisation, donc voilà, il va falloir faire des modèles, Amélie. Ah bon, d'accord. Donc voilà, le premier entretien téléphonique, c'était une petite remise à niveau, mais justement le fait de poser des questions. Voilà, donc le fait de poser des questions aux entretiens et déjà aux gens qui sont là, dès le premier entretien, que ce soit téléphonique, de dire bon, mais en fait, ce poste au jour le jour, qu'est-ce qui va se passer, à quoi ressemble la vie. Faut pas oublier que les entretiens, c'est pour les deux côtés. Donc, pour moi, c'est hyper important aussi de voir. Donc, on participe, nous, dans l'entreprise, au recrutement des personnes. Donc, on essaye de répartir un petit peu. Justement, c'est un gros effort d'interroger ces personnes. Et donc, si la personne est curieuse de ce que va être le poste au jour le jour, de ce que ça implique, nous, on est super contents. Si la personne est là, non, je veux pas de questions, pourquoi ils ont candidaté, quoi. Alors qu'au contraire, si la personne est d'accord, qu'est-ce que ça veut dire? Et du coup, si elle a posé ces questions au premier entretien, on peut... Du coup, la personne, le candidat, en fait, va pouvoir s'imaginer prendre ses fonctions et au deuxième entretien, va vraiment pouvoir proposer un projet de carrière qui a plus de chances de coller. Enfin voilà, si la personne veut venir au deuxième entretien, pareil, à chaque fois, c'est l'entreprise voit si elle veut voir la personne une deuxième fois, la personne voit si elle veut voir l'entreprise au deuxième entretien. C'était ça. Et pour ce qui était de l'adaptation, pour moi, ça s'est super bien passé. Hein. Je trouvais que d'arriver en entreprise où on a tous un but commun, déjà, qui est le succès de l'entreprise. Enfin, pour moi, je croyais que les académiques, c'était les bisounours, et les entreprises, c'était les grands méchants capitalistes. Et en fait, j'ai l'impression que depuis... j'ai peut-être de la chance avec Cosmo, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment plus un monde de collaboration où tout le monde est là pour les autres. On va s'aider parce qu'on a le même but, en fait. On est tous là pour l'entreprise. Et il y a vraiment moins de carrière individuelle que pour moi dans l'académique où, en fait, dans l'académique, ce qui compte, c'est son nom, son renom, ses publications. Et en fait, en arrivant en entreprise, on oublie un petit peu son nom. Alors, je sais pas, il y en a à qui ça convient peut-être bien d'être plus sur soi-même. Pour moi, l'esprit d'équipe et de travailler ensemble, ça s'est super bien passé. Le fait d'avoir un but commun, c'était ça qui m'a beaucoup plu. Faut pas perdre de vue, comme ce qui a été dit, je rajoute une couche là-dessus, c'est que l'employeur choisit donc son collaborateur, mais le collaborateur choisit également l'entreprise dans laquelle il veut aller travailler. Et il y a effectivement, lorsqu'on lit une annonce, on n'a pas toutes les informations dans l'annonce, c'est impossible. Le mieux, c'est de passer l'entretien, de ne pas hésiter à poser des questions sur la manière dont va se dérouler le poste, pour savoir si le poste est en adéquation avec ses propres aspirations. Une chose peut-être intermédiaire que vous pouvez faire en phase préalable, c'est appeler l'employeur. Si vous avez déjà des critères qui pour vous sont bien établis, vous l'appelez, une conférence téléphonique qui ne dure pas très longtemps, juste 5 minutes, juste pour lui poser les 3-4 questions qui pour vous sont vraiment importantes pour savoir si ça vaut le coup ou non que vous postuliez sur le poste et est-ce que ça vaut le coup ou non que l'employeur passe plus de temps avec vous pour étudier votre CV. C'est une démarche qui peut être aussi intéressante avec derrière donc l'idée de, s'il vous plaît, répondez à mes quelques questions très succinctes dans le but de vous faire gagner du temps par la suite.
Je ne sais pas si j'étais clair dans la manière dont je me suis exprimé, mais ça peut être aussi une manière d'aborder une proposition de poste. Et juste aussi, quand on répond aux annonces, c'est une bonne idée effectivement d'essayer d'appeler l'employeur. Je veux dire, si on est vraiment motivé par un poste, il faudrait être patient et persévérant à la fois, parce que des fois dans l'entreprise, les CV, ils s'égarent un petit peu sur le côté, où il y a des ralentissements, et c'est pas forcément parce qu'on veut... Alors il y a des fois le CV plaît pas, bon, et on n'a pas le temps d'y répondre, donc, mais au moins si vous relancez la demande, on pourra vous dire oui, on pense à vous, il faut juste, on est occupé, on va mettre en place l'entretien, voilà. Enfin, n'hésitez pas à relancer, mais avec patience, parce que c'est vrai que s'il y en a des gens qui nous relancent en disant ouais bon bah super, ça fait 3 semaines que j'attends, on va dire oh là celui-là. Mais par contre, faut pas hésiter à relancer, à dire bon j'aimerais bien savoir où en est le dossier, voilà. Faut parler fort. Merci. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire justement pour relancer les recruteurs. Souvent, en fonction des sociétés, on postule en ligne. Donc on n'a ni nom de RH, ni numéro de téléphone, ni mail. C'est pas évident à ce moment-là de pouvoir relancer quelqu'un. L'autre problème auquel moi je me suis confronté une fois, et ça m'a un peu servi de leçon, c'est comment réagir quand le recruteur sort d'une école, grande école ou pas grande école, peu importe, mais sort d'une école d'ingénieur ou autre, et ne veut recruter que des gens qui sortent de cette même formation parce qu'elle sait ce que la formation vaut. Je me suis reconfronté à ça, ça m'a un peu fait mal au cœur, parce que je sors de l'académique, le monde des bisounours, effectivement, le monde il est beau, il est joli. Et là, on prend ça en pleine tronche et on nous renvoie vers un institut public, on nous dit votre profil, il irait plus vers ce laboratoire-là, donc postulez à cet endroit-là. Donc comment réagir aussi à ce moment-là? N'y allez pas, ça vaut pas le coup. C'est vrai, ça. Il y a des fois les entreprises, ça vaut pas forcément, ça vaut pas tout le coup. Hein, donc c'est vrai que il y avait ça. Et zut, en fait, j'ai une réponse. C'était ouais, pour relancer. Alors déjà, la plupart des entreprises, peut-être, bon, c'est encore LinkedIn, hein, désolé, mais du coup moi j'aurais cette technique. Si l'entreprise est sur LinkedIn, on peut trouver des employés qui sont là. Vous pouvez éventuellement trouver des employés qui sont dans un poste similaire, leur envoyer un email, dire hey, j'ai candidaté, j'ai vu qu'il y a un poste, est-ce que vous pourriez voir ou est-ce qu'on peut en parler? Déjà rien que dire est-ce qu'on peut en parler. Après on voit bien s'il y a une réponse ou pas. On peut aussi trouver la personne qui est RH. Il y a certainement quand même un numéro de téléphone quelque part pour l'entreprise. Après, c'est vrai que si c'est des entreprises énormes, ça va peut-être être plus difficile de tomber au service RH, mais on finit, j'imagine quand même qu'on peut tomber sur le service RH. D'autant plus que si l'entreprise a une offre, bah, c'est parce qu'ils veulent la pourvoir globalement, c'est pas juste pour faire joli. Enfin, s'il y en a peut-être en fait, c'est pour faire joli. Mais bref, si c'est une bonne entreprise dans laquelle il faut aller, c'est parce qu'ils ont un poste à pourvoir et que normalement, il y a quelqu'un d'intéressé quelque part dans l'entreprise, malgré des fois les rouages de la communication, c'est pas toujours si facile. Surtout pour les entreprises en forte croissance. Nous, à Cosmo, là, donc moi, quand je suis arrivée, on était une vingtaine, il y a 3 ans, maintenant on est 70. Et on recrute toujours et du coup c'est pas toujours très facile que des fois l'information se perd, on met tout en place, on a des formations management et tout ça pour vraiment arriver à gérer mieux, mais voilà, l'entreprise n'est pas forcément parfaite. Et pour ce qui est du recrutement par affiliation d'école, oui bah c'est vrai, nous on est plusieurs INSA, si des gens sortent de l'INSA on a youhou, mais il n'y a pas que ça qu'on regarde du tout, il y a vraiment les compétences et comment la personne a organisé aussi son CV pour dire bah voilà, moi je connais ça, donc je peux apporter ça, comment elle s'est vendue, vendue c'est peut-être un peu moche, mais c'est vrai comment on a orienté le CV pour dire bah voilà, moi j'ai acquis ces compétences et donc je vais pouvoir être utile pour ça. Et aussi les publications, pour nous c'est important, mais au final pas tant que ça, du coup s'il y a un lien, dire voilà ma liste de publications. Mais j'ai été surprise, les gens dans l'entreprise, il y en a pas mal qui disent un CV c'est une page. Donc dès qu'on fait une thèse, il y a déjà une page entière de publications, de temps qui a été pour donner des cours et tout ça, on regarde pas forcément tout ça. Pour autant c'est important d'avoir fait des publications, je trouve que ça montre qu'on a réussi sa thèse, mais voilà, pas passer trop de temps là-dessus. Bon, c'est un critère de réussite. Bonjour, je me présente. Donc, moi, je suis étudiant en Master 2 Analyse et Contrôle à Lyon 1. Donc, maintenant, je suis en train de chercher un stage. Et donc, je regarde les différentes opportunités que je puisse avoir. Et j'aimerais savoir, en fait, juste une question, parce que là, je suis en phase de début de recherche de mon stage. Et après, ça va venir
pour trouver un emploi en fait. Et j'aimerais savoir en fait comment il faut s'organiser à l'avance pour avoir plus de chances et pour être voilà, donc touché, être plus pour avoir plus de chances en fait d'être accepté dans une boîte quoi. Merci. Alors là, en fait, ça va s'adresser un peu à tous ceux qui sont en recherche d'emploi, que vous soyez en thèse ou pas. Il y a un élément, c'est plus vous allez le préparer en avance, et plus ce sera entre guillemets facile. Donc ça rejoint un peu ce qu'a pu dire Patrice. C'est au fur et à mesure de définir le mieux possible son projet professionnel. Et ça va aller de pair aussi avec l'histoire du réseau. Plus vous allez réfléchir tôt à votre avenir professionnel, alors il peut changer, hein, ça n'empêche pas, mais plus vous allez y réfléchir tôt, plus vous allez pouvoir vous y préparer et peut-être faire les bonnes formations, peut-être prendre les bons choix quand vous serez peut-être sur une recherche de stage, sur une collaboration avec une entreprise en thèse. En fait, vous allez avoir en fait quelque chose qui va être défini et pertinent, et plus vous serez pertinent par rapport à un poste sur un employeur. Après, on peut pas tous, et on n'y pense pas tous en avance, et puis pour le coup, pour ceux qui sont en thèse, en général, on a tellement la tête dans le guidon qu'on se réveille une fois que la thèse est finie. Et j'ai fait la même chose, hein, donc je vous jetterai pas de pierre. Mais au final, en fait, plus ça va être préparé en avance, et plus ce sera simple. Et en fait, ça rejoint aussi ce qu'avait dit Amélie, c'est-à-dire ce lien d'un poste à l'autre. Vous n'avez peut-être pas fait une thèse pour telle raison, vous n'avez peut-être pas trouvé tel poste, par exemple de technico-commercial derrière pour forcément la bonne raison, peut-être parce que c'est l'opportunité. Mais le jour où vous allez postuler sur le poste d'après, il faut que vous arriviez à raconter une histoire. Je prends l'histoire par exemple du postdoc, la personne qui a fait ses 6 ans de postdoc qui se retrouve en fait en se disant bah en fait je peux plus faire de public parce que le CNRS ou l'université me veut plus, donc en fait j'ai vu de la lumière, je suis venu chez vous pour passer un entretien. Vous arrivez comme ça, au bout de 10 secondes vous êtes mort. Voilà, ça sert à rien d'y aller. Par contre, si vous arrivez en disant bah voilà, j'ai fait mes postdocs, je les ai fait parce que scientifiquement je voulais aller au bout des choses, j'avais envie de le mobiliser. À l'heure actuelle, j'ai envie de changer de voie et peut-être partir sur quelque chose de plus appliqué ou me rapprocher du monde économique pour voir la finalité des projets. Ça peut se défendre. Ça dépend un peu comment vous allez tourner les choses. Et là, voilà, c'est apprendre à raconter une histoire. Bonjour, je suis en Master 1 en biologie, je voudrais faire une thèse et après de la recherche, mais apparemment on peut se rendre compte en cours de parcours qu'on ne veut plus faire de recherche. Et vous parlez depuis le début qu'il faut construire un réseau pour potentiellement trouver des postes ou d'autres ouvertures. À partir de quand on peut concrètement prétendre avoir un certain réseau? Est-ce qu'en Master 1 finalement on peut déjà en avoir un, ou ça se fait qu'au cours de la thèse et plus tard avec des rencontres autres? Je vais juste commencer, puis en fait, ça commence le plus tôt possible dans le sens où, là, vous voulez faire une thèse. Le premier réseau que vous allez faire, c'est vos enseignants. Parce que vous allez repérer peut-être un enseignant qui vous plaît sur sa matière et vous dire « Ah bah tiens, ma thèse, je la ferai peut-être avec lui. Et du coup, je peux peut-être l'aborder comme ça. » Ça peut être... Non, en fait, le réseau LinkedIn, c'est une manière de le faire et de l'animer, mais c'est clairement pas la seule. Avec vos enseignants, c'est peut-être être un peu plus proactif, peut-être aller les voir déjà dès le moment en leur disant bah voilà, moi j'ai un projet de thèse, votre sujet il m'intéresse bien, est-ce qu'on peut en discuter? Voilà, c'est des petits pas comme ça. Alors après, là pour le coup, moi je suis peut-être pas un très bon exemple côté réseau, dans le sens où je suis allé le chercher aussi beaucoup en parallèle de ma thèse, et aujourd'hui mon boulot c'est de faire du réseau. Mais après, je sais pas ce que peuvent en dire nos invités sur cette question. Vous risquez rien à demander, ça peut vous servir pour des stages, pour plein de choses, y compris des jobs pour un job d'été ou je ne sais quoi. À partir du moment où votre réseau sait que ce que vous recherchez et apprend simplement votre existence, c'est déjà un début. C'est dans les deux sens. Vous aussi, je ne sais plus qui parlait, on peut suivre évidemment des entreprises, vous commencerez aussi à voir des gens qui ont un parcours qui peut être identique au vôtre, qui ensuite font, par exemple, assez rapidement, ils font du journalisme scientifique. Bon.
du coup vous apprenez que ça existe et du coup vous avez plein de voies possibles. Donc plus tôt vous vous renseignez, ça veut pas dire que c'est des choix que vous prendrez vous-même. Et ça veut dire que potentiellement, parce que le réseau ça va dans les deux sens, vous pourrez un jour être contacté et quelqu'un vous dirait, au fait, j'aimerais bien faire quelque chose qui tourne autour de la communication scientifique. Vous pourrez dire, ah, je connais un journaliste scientifique, je vous mets en relation. Vous rendez service et ça s'amorce. J'ai envie de dire, quelque part, on a tous un réseau à la base. Après, c'est juste qu'ils sont plus ou moins grands. L'idée, effectivement, c'est de commencer entre guillemets, le plus tôt possible à le développer. C'est juste qu'en Master 1, on n'en a pas toujours conscience. On n'imagine pas toujours qu'on aura besoin d'un réseau, ou je sais pas, c'est peut-être pas forcément quelque chose de très concret sur le coup. Moi, c'est vrai qu'en Master 1, je me posais pas trop la question. Donc, dans mon cas, c'est plutôt en thèse que ça s'est développé, parce que là, on comprend pourquoi c'est important. Parce que là, on se rend compte que finalement, tout seul, c'est dur de faire quelque chose. On a besoin souvent d'autres personnes pour avoir des infos, pour avoir un coup de main, pour X raisons. Donc là, on va dire qu'il y avait urgence à le construire. Mais bon, là, en Master 1, il y a plusieurs personnes. Il y a d'autres étudiants, on a les copains, on peut aller voir les professeurs, ça c'est bien, effectivement. Aller voir à la fin des cours, poser des questions, ça peut aider, faciliter les choses pour trouver un stage. Faire un stage en été, ça aussi dans un laboratoire, ça aussi c'est une piste, parce qu'il y a un chef de laboratoire, parce qu'il y a d'autres chercheurs, des ingénieurs, on se fait connaître. L'idée, elle est là, c'est de faciliter les échanges. Des exemples, mais je pense que là, tout le monde doit avoir des exemples de réseau, de comment le réseau a pu fonctionner, ou soit pour nous-mêmes, soit pour d'autres. Moi, c'est simple. J'étais avec Mathieu. On était ensemble en thèse, module d'insertion professionnelle. On a fait ça ensemble. On a connu une personne. Et là, récemment, elle m'a contacté parce qu'elle cherchait un travail dans les affaires réglementaires. Il se trouve que ma femme, qui travaille dans une filiale du groupe Johnson & Johnson, me rentre un jour en me disant « C'est marrant, on a besoin de quelqu'un dans les affaires réglementaires ». Je la contacte, je lui dis « Ah, tu cherches toujours un job ?»« Ah non, par contre je connais quelqu'un qui est intéressé. » Ok, la personne me contacte, me met en contact avec ma femme, elle a mis en contact avec l'entreprise, il a été embauché il y a 1 mois. Voilà. Ça part dans tous les sens, mais à un moment, voilà, ça arrive, c'est direct, c'est indirect, mais c'est à ça que ça sert. En fin de compte, c'est un peu ça qu'on en attend. Donc l'idée, c'est ça. Plus tôt on le construit, plus tôt on se facilite la vie. Oui, en fait, il faut juste se souvenir que les gens, ils savent pas ce qu'il y a dans notre tête par défaut. Donc, faire du réseau, ça veut aussi dire simplement parler aux autres. Donc, quand on est en cours, effectivement, à la fin des cours, si on a une question, il ne faut pas juste se présenter parce qu'on n'a rien à dire, mais si on a une question parce qu'on est intéressé par un sujet, si on sait qu'on cherche un stage dans un domaine, on peut en parler aux gens, on peut parler aux étudiants, on peut parler aux professeurs. Et juste leur faire savoir qu'on est intéressé par ça, du coup, effectivement, après. Donc ça peut être en parler tout simplement, ça peut être envoyer un email en disant voilà, vous travaillez dans ce domaine, je suis intéressé aussi, si la personne nous connaît, elle va pouvoir le savoir. Et ensuite, pareil, LinkedIn, juste le dire ou faire de la veille pour savoir s'il y a des gens qui ont quelque chose à proposer. On arrive à la fin du temps. Je vais juste en fait poser une toute dernière question à Benoît, juste sur un élément. Est-ce que, en tout cas, dans ceux qui sont dans la salle et qui sont concernés, vous connaissez le crédit d'impôt recherche et son dispositif Jeune Docteur? Ok, donc on va en parler juste très rapidement. En fait, donc Amélie l'a évoqué tout à l'heure, c'est un dispositif qui est une incitation fiscale pour les entreprises à recruter des jeunes docteurs sur des postes en recherche et développement, et qui est un dispositif vraiment très avantageux. Donc je voulais juste que Benoît, en tant qu'expert, nous en parle très rapidement, mais au moins que vous ayez quelques clés pour ce type de poste quand vous allez voir une entreprise, parce que c'est une vraie plus-value pour le jeune docteur. Alors en fait, il y a quelques conditions à respecter, mais retenez que globalement, à partir du moment où vous êtes dans un secteur privé qui fait de la R&D et que vous êtes dans votre
Du coup, je vais tout dire. Dans votre premier CDI, à partir du moment où c'est votre premier CDI, c'est-à-dire que vous pouvez faire des post-docs précédemment, c'est de l'académique et ce n'est pas des CDI. Votre premier CDI dans une carrière privée en recherche, vous allez avoir une association fiscale pour l'entreprise qui globalement fait que votre salaire pendant les 2 premières années est très largement couvert, sous forme d'un crédit d'impôt. Que l'entreprise paie de l'impôt ou pas. Donc elle peut être déficitaire. C'est typiquement le cas des entreprises en création qui ne paient pas d'impôt parce qu'elles n'ont pas de résultats. Elles peuvent tout à fait obtenir un crédit d'impôt recherche pour autant. C'est des choses qu'on aide les entreprises à obtenir. Et au passage, il nous arrive, vous parliez de réseau. Alors nous, on fait du réseau, mais ça devient un peu payant quand même, parce que c'est une prestation. Attention, s'il vous plaît, la table ronde, parcours professionnel d'ancien va débuter en salle de conférence numéro 2. C'est pour finir. Donc, tout ça pour dire qu'il nous arrive de mettre en relation des jeunes docteurs et des entreprises, parce qu'en fait, ils ont du mal à se connecter ensemble, et on fait payer la prestation. On fait aussi du recrutement pour des tiers, pour nos clients. Juste sur ce sujet du premier CDI, j'aurais tendance à dire qu'entre guillemets, il ne faut pas le gâcher, quoi. Donc si vous avez une SS2I qui vous recrutez en tant que consultant, les SS2I, ils sont contents de recruter, je crois, en CDI, parce que les gens, ils s'en vont tout seuls, de toute façon. Mais autant dire, moi, je veux vraiment travailler avec vous. Est-ce que c'est possible d'avoir un CDD ? De commencer par un CDD dans les SS2I, parce que comme ça, quand vous trouverez la bonne boîte, vous pourrez arriver avec en plus cet avantage de, en gros, rien coûter à la boîte pendant 2 ans. Et c'est aussi, enfin, c'est pas négligeable quand même. Patrice, peut-être que vous recrutez justement sur ce régime crédit d'impôt recherche. Ouais. Alors, en fait, c'est le premier CDI post-thèse et il est valable sur les 2 premières années de votre contrat de CDI. Voilà. Ça, on n'est pas forcément jeune docteur. Enfin, moi, j'avais 5 ans de post-doc, hein, donc jeune, c'est... Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis...